Tu n'es qu'une boniche de luxe. Personne ne t'aime. C'était le texto que ma sœur Manon m'avait envoyé à minuit. 3 heures plus tard, ma mère hurlait dans mon oreille. Élise, envoie 45 000 € tout de suite. L'appendice de Manon a éclaté. La clinique refuse d'opérer sans acompte immédiat. J'ai regardé l'horloge. Il était 3h18 du matin. Je suis infirmière aux urgences. Je connais la loi. En France, aucun établissement, public ou privé, ne peut refuser une chirurgie vitale sous prétexte de solvabilité. L'obligation de soins prime surtout. On soigne d'abord, on facture après. Toujours. Ce n'était pas une urgence médicale. C'était un braquage mal ficelé. Je me suis assise au bord de mon lit, l'écran du téléphone brillant dans l'obscurité. Mon doigt a hésité au-dessus du bouton de rappel. C'était le moment où l'ancienne Élise se serait effondrée. L'ancienne Élise aurait sangloté, supplié et fait exploser ses plafonds de cartes bancaires juste pour entendre sa mère dire « C'est bien ma fille ». Mais l'ancienne Élise est morte à l'instant où elle a compris que l'appendice de sa sœur n'était qu'un pion dans une escroquerie. J'ai appuyé sur appel. Véronique a décroché à la première sonnerie. « Élise, tu as fait le virement ?» « J'essaie, » dis-je, en montant ma voix dans les aigus, injectant une panique que je ne ressentais pas. L'application de la banque me bloque. Elle refuse de virer une telle somme sur un compte courant personnel. Le service antifraude a bloqué l'opération. Eh bien, appelle-les. Force le passage. Sa voix était hachée, désespérée. Pas le désespoir d'une mère en deuil, mais celui d'un djinn qui en manque. Je ne peux pas. Il est 3h30 du matin. Le service fraude n'ouvre pas avant 8h. J'ai pris une respiration, la rendant tremblante. Maman, écoute. Je peux faire un virement direct au service facturation de la clinique. Ma banque autorise les transferts médicaux d'urgence 24H24 si j'ai les codes professionnels spécifiques. Ça contourne le blocage. D'accord. Elle a soufflé. D'accord, fais ça. Envoie juste l'argent. J'ai besoin des détails. Des détails exacts. Si je me trompe d'un chiffre, le virement est rejeté et Manon n'est pas opérée. J'ai laissé échapper un sanglot. C'était une belle performance. J'ai besoin que tu raccroches. Va demander au chirurgien son nom complet, son numéro RPPS et le code CCAM pour une appendicectomie. Ensuite, rappelle-moi et laisse tout ça sur ma messagerie vocale. Ne m'envoie pas de texto. La banque a besoin d'une vérification vocale pour le virement. Pourquoi je ne peux pas te le dire maintenant ? Parce que la banque a besoin de l'enregistrement, ai-je crié, canalisant chaque once d'hystérie factice que je pouvais rassembler. Tu veux l'argent ou pas ? D'accord. D'accord. Je vais au poste de soins infirmiers maintenant. Je te rappelle tout de suite. La ligne a coupé. J'ai baissé le téléphone et fixé le mur. Ma main était stable. Ma respiration était calme. Les gens me demandent comment je peux être si froide. Comment je peux calculer un piège juridique pendant que ma mère hurle à propos de ma sœur mourante. Ils ne comprennent pas la mentalité du triage. Aux urgences, on classe les patients par code couleur. Noir, c'est décédé. Rouge, c'est urgence absolue. Vert, c'est la bobologie. On ne gaspille pas de larmes sur les étiquettes noires. On sauve les rouges. Mais parfois, vous recevez un patient qui arrive en hurlant à l'agonie, se débattant, exigeant de la morphine, prétendant que sa douleur est à 10 sur 10. Mais son rythme cardiaque est à 60. Sa peau est sèche. Ses pupilles sont normales. Vous ne les détestez pas. Vous ne les jugez pas. Vous les diagnostiquez. Ma famille n'était pas un code rouge. Ils n'étaient pas mourants. Ils étaient une malignité, une tumeur qui s'était enroulée autour de mes finances et de mon estime de soi pendant 30 ans. On ne négocie pas avec un cancer. On n'essaie pas d'aimer un cancer jusqu'à la rémission. On l'enlève. Ce soir, c'était la biopsie.
5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Une notification de messagerie vocale. Je ne l'ai pas écoutée immédiatement. Je suis allée à la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu debout. Le silence dans mon appartement de la banlieue parisienne semblait lourd, comme l'air avant un orage. J'ai appuyé sur lecture. Élise, c'est maman. J'ai les infos. Sa voix était essoufflée, théâtrale. C'est le docteur. Docteur Antoine Michel à la clinique des Lilas. Il dit que le code de facturation pour l'appendicectomie d'urgence est. Attends, laisse-moi lire. 44 970. Envoie les 45 000 sur le compte que je t'ai envoyé plus tôt. S'il te plaît, dépêche-toi. Elle souffre tellement. J'ai sauvegardé le fichier. Puis j'ai envoyé une copie sur mon cloud sécurisé. L'escroquerie est un délit pénal. Tenter d'obtenir de l'argent sous de faux prétextes en utilisant des moyens de télécommunication est passible de prison. En laissant ce message vocal indiquant explicitement un faux médecin et une fausse procédure pour solliciter un montant précis, Véronique ne s'était pas contentée de mentir. Elle m'avait tendu une arme chargée. Le code qu'elle a lu existe. C'est un code acte réel. Elle l'avait cherché sur Internet. Elle avait mis des efforts dans l'arnaque. Elle mettait plus d'efforts à voler mes économies qu'elle n'en avait jamais mis pour m'élever. J'ai regardé l'heure. 3h45 du matin. Je suis allée à la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau froide. La femme dans le miroir semblait fatiguée, pâle, mais ses yeux étaient vifs, durs comme du silex. Je suis allée vers le placard et j'ai sorti ma tenue de travail, une blouse bleu marine, impeccable. Je l'ai enfilée. Puis j'ai accroché mon badge professionnel sur ma poitrine. C'était comme enfiler une armure. Ils voulaient une infirmière. Ils allaient en avoir une. J'ai pris mes clés et je suis sortie. Je n'allais pas au travail. J'allais à l'hôpital où ils prétendaient être. Il était temps de vérifier le recensement des patients. J'ai démarré la voiture. Le moteur a ronronné, vibrant contre mes paumes sur le volant glacé. Paris à 4 heures du matin est une ville fantôme. Le périphérique était vide, luisant de pluie et de lumière orange. Alors que je m'insérais sur l'autoroute, le chiffre continuait de tourner dans ma tête. 45 000. Ce n'était pas un devis chirurgical. Les factures médicales sont complexes. Elles se terminent par des centimes. Elles ont des totaux calculés bizarres. Mais 45 000, c'est un règlement de dette. C'est un remboursement global. C'est un chiffre du genre « payez-nous avant vendredi ou on vous brise les jambes ». Je savais exactement ce que c'était. Il y a 3 semaines, je suis passée chez mes parents pour déposer les médicaments pour la tension de maman, payés par mois. Bien sûr, Manon était là, hurlant dans son téléphone dans la cuisine. Elle a claqué la porte quand elle m'a vue, mais elle n'a pas été assez rapide. J'ai vu la pile d'enveloppes sur le comptoir. Des lettres rouges. Dernier avis. American Express Platinum. Manon avait passé les 6 derniers mois à construire son image de marque à Dubaï et Tulum. Vol en première classe, villa 5 étoiles, bikini de créateur qui coûtait plus cher que mon loyer. Elle postait des photos de tours de champagne avec la légende bénie. Maman appelait ça investir dans l'avenir de Manon. J'appelais ça du délire. Le calcul était simple. Manon avait fait exploser les cartes pour jouer à la riche. Les factures étaient arrivées à échéance et les paiements minimums s'étaient transformés en une exigence de somme forfaitaire. Ils n'essayaient pas de sauver l'appendice de Manon. Ils essayaient de sauver sa cote de crédit. J'ai pris la sortie, les pneus crissant sur le bitume humide. Ça me brûlait de l'intérieur, cette injustice. Je me souviens d'avoir été assise à la table de la cuisine quand j'avais 16 ans, révisant ma SVT jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Manon avait 12 ans, pleurant parce qu'elle voulait une robe de soirée de créateur pour un bal où elle n'était même pas assez âgée pour aller. J'ai regardé Véronique caresser les cheveux de Manon, la cajolant, lui promettant qu'il trouverait l'argent. Puis maman m'a regardé. Ses yeux étaient secs. Pragmatiques.
Tu n'as pas besoin de choses comme ça, Élise, dit-elle en découpant un bon de réduction. Tu es pratique. Tu es la forte. Tu es bâtie comme un cheval de trait. Tu peux porter la charge. Manon, c'est une bête de concours. Elle a besoin de soins spéciaux sinon elle casse. Un cheval de trait, une bête de somme. Quelque chose que vous nourrissez juste assez pour qu'il continue de travailler. Mais vous ne l'aimez pas. Vous ne tressez pas sa crinière. Vous l'attelez. Pendant des années, ce souvenir est resté dans mes tripes comme du verre pilé. J'ai fait des doubles gardes. J'ai remboursé mes prêts étudiants. J'ai acheté un appartement. J'ai économisé. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je portais assez de poids, il finirait par me regarder et voir une fille au lieu d'un outil. Mais on ne remercie pas un outil. On lui donne juste un coup de pied quand il arrête de fonctionner. Je suis entrée dans le parking de l'hôpital. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant de longues ombres maladives. Ce soir, le cheval de trait avait fini de tirer. Il voulait l'argent. Il voulait que je sauve la bête de concours de l'abattoir une fois de plus. J'ai garé la voiture. J'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, lourd et froid. Je n'étais pas ici pour payer une facture. J'étais ici pour obtenir l'heure officielle du décès de ma famille. J'ai attrapé mon sac et suis sorti dans le froid. J'ai marché vers les portes des urgences. La vitre automatique s'ouvrant pour m'accueillir. L'odeur m'a frappé en premier. Antiseptique, cire à parquet et vieux café. L'odeur de ma vie. C'est l'heure d'aller travailler. Les portes coulissantes se sont refermées derrière moi, bloquant l'air hivernal. Le bureau de triage était calme. Une accalmie avant le rush du vendredi soir. Je suis allée directement au guichet d'information. Je vérifie une patiente, ai-je dit, gardant ma voix professionnelle. Manon Lemaire. Elle aurait été admise par les urgences il y a environ 2 heures. Possible chirurgie abdominale. La secrétaire a tapé, le cliquetis rythmé résonnant dans le hall vide. Elle a froncé les sourcils, s'est arrêtée, a tapé à nouveau. Je suis désolée, madame. Je n'ai aucune trace d'une Manon Lemaire admise aujourd'hui ou hier. Vérifiez le registre de traumatologie. Peut-être qu'elle n'a pas encore été installée en chambre. Je l'ai fait. Le tableau est vide. Nous n'avons pas eu d'abdomen aigu de toute la nuit. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Les résultats du labo étaient là. La patiente n'était pas malade. La patiente était une menteuse. Merci. Je suis retournée au parking. Le froid m'a frappé le visage, vif et entrant. Maintenant, la localisation. J'ai sorti mon téléphone. Il y a 3 ans, Véronique avait forcé toute la famille à installer une application de géolocalisation. Elle prétendait que c'était pour la sécurité, pour qu'on puisse se trouver en cas d'urgence. En réalité, c'était une laisse. Elle voulait savoir si j'étais au travail, si j'étais dans un bar, si je dépensais de l'argent que je devrais leur donner. Mais Véronique est une narcissique, et les narcissiques ont un angle mort. Ils supposent qu'ils sont les seuls à regarder. Elle n'a jamais réalisé que le partage de position fonctionne dans les 2 sens. Elle pense être la caméra de surveillance. Elle a oublié qu'elle est aussi sur la bande vidéo. J'ai ouvert l'application. 2 points bleus pulsaient sur la carte. Il n'était pas à l'hôpital. Il n'était pas à la maison en train de pleurer. Ils étaient dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées. J'ai zoomé. Le point planait directement au-dessus d'une brasserie de luxe réputée. Le genre d'endroit où l'on va pour brûler de l'argent, où le steak coûte 60 €. Je suis remontée dans ma voiture. Le trajet a pris 20 minutes. Je n'ai pas écouté de musique. J'ai écouté le bourdonnement des pneus et le silence de mon téléphone. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, face au restaurant. La vitrine était une baie vitrée du sol au plafond, conçue pour que les gens à l'intérieur soient vus, pour qu'ils puissent parader. Et ils étaient là.
Table 4, la meilleure place. Manon riait. Elle renversait la tête en arrière, la bouche ouverte, un verre de vin rouge à la main. Elle était rayonnante, pas une trace de douleur, pas une grimace, juste l'éclat de l'alcool cher et du soulagement. Véronique coupait une entrecôte de la taille d'une brique. Gérard versait encore du vin. Il célébrait. Il ne faisait pas que dîner. Il dépensait mon argent. Il prédépensait les 45 000 qu'il pensait voir arriver sur leur compte d'une minute à l'autre. Je les ai observés à travers le pare-brise, mes mains posées nonchalamment sur le volant. C'est le moment où la plupart des gens feraient irruption. Ils hurleraient, renverseraient la table, exigeraient des réponses. Mais je ne regardais plus une famille. Je regardais un organisme parasite se nourrissant d'un hôte. Véronique a dit quelque chose à Manon, gesticulant avec sa fourchette. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je connaissais la cadence. Je pouvais lire le sentiment de dû dans le mouvement de sa mâchoire. Elle a les moyens. Elle n'a pas d'enfant. Elle nous le doit. Ça m'a frappé alors, une réalisation plus froide que le vent dehors. C'est l'économie de l'abus. Véronique ne me détestait pas. La haine implique de la passion. La haine implique que je suis une personne capable de blesser ses sentiments. Je n'étais pas une personne pour elle. J'étais un appareil électroménager. J'étais un grille-pain. J'étais un chauffe-eau. On n'aime pas un chauffe-eau. On ne demande pas à un chauffe-eau comment s'est passée sa journée. On s'attend juste à de l'eau chaude quand on tourne le robinet. Et quand l'eau devient froide, on ne pleure pas. On ne réfléchit pas à sa relation. On lui donne des coups de pied. On le maudit. On essaie de le forcer à marcher. C'est ce qu'était l'appel téléphonique. C'est ce qu'était la fausse chirurgie. C'était eux donnant des coups de pied dans la machine parce qu'elle avait arrêté de distribuer du cash. Ils m'ont déshumanisé pour justifier le vol. Si je ne suis qu'une ressource, me voler n'est pas un crime. C'est de la récolte. J'ai regardé Manon lever son verre pour un toast. Ils ont fait teinter le cristal. Profite du repas, Manon. C'est le dernier que je te paierai jamais. J'ai passé la première. Je n'ai pas conduit vers eux. J'ai conduit vers la banque. Je n'allais pas faire une scène. J'allais faire une incision. J'ai conduit 6 rues plus bas jusqu'à la Banque nationale. Il était 4h45 du matin. Le hall était sombre, les distributeurs brillants comme des veilleuses dans le sas. J'ai composé le numéro de Sophie. C'est la directrice de l'agence. Il y a 2 ans, son mari est arrivé dans mes urgences avec une dissection aortique. Je l'ai repéré quand l'interne l'avait manqué. J'ai accéléré le scanner, je l'ai envoyé en chirurgie en 11 minutes et je lui ai sauvé la vie. Sophie m'avait dit alors que si jamais j'avais besoin d'enterrer un corps ou de déplacer 1 million d'euros, c'était elle qu'il fallait appeler. Elle a décroché à la 2e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Élise, tout va bien ? J'ai besoin d'une salle de réunion, ai-je dit. Et j'ai besoin d'un témoin officiel tout de suite. Je mets mes chaussures. Retrouve-moi à l'entrée de service dans 20 minutes. » Je me suis garée sur le parking vide et j'ai attendu. Le ciel virait au violet contusionné au-dessus de la Seine. Quand Sophie est arrivée, elle n'a pas posé de questions. Elle a déverrouillé la lourde porte latérale et désarmé l'alarme. La banque était silencieuse, sentant le nettoyant pour tapis et l'argent. Nous sommes entrés dans la salle de conférence principale, un bocal en verre au centre du hall. J'ai besoin d'un modèle de contrat, ai-je dit en m'asseyant à la table en acajou. Pas un formulaire bancaire standard. J'ai besoin du texte type que vous utilisez pour un règlement de litige définitif. Un protocole transactionnel de rupture de relation. Sophie a cligné des yeux, puis s'est dirigée vers son classeur. Elle a fait glisser un document sur la table. Protocole d'accord transactionnel et quittance mutuelle. C'était parfait, dense, intimidant, définitif. J'ai pris un stylo noir et j'ai commencé à remplir les blancs. Partie A, Élise Lemaire. Partie B, Véronique Lemaire, Gérard Lemaire, Manon Lemaire. Contrepartie, 5 000 euros.
Je ne payais pas 45 000 euros. Je payais juste assez pour empêcher les huissiers de saisir Manon pendant 30 jours, juste assez pour les faire signer. Le contrat incluait une ordonnance de non-contact permanent, une renonciation à toute obligation alimentaire future et des dommages-intérêts fixés à 100 000 euros pour toute violation. C'était brutal, pas élégant, mais pour des gens comme mes parents, cela ressemblait à une condamnation à mort. Sophie a apposé le tampon de la banque comme témoin. Puis je leur ai envoyé un texto pour me retrouver à la banque avec leurs pièces d'identité, prétendant qu'une alerte fraude bloquait le virement et que je devais les identifier. Ils ont répondu instantanément, reconnaissant, suffisant. Pour eux, je n'étais pas une fille. J'étais un distributeur de billets. Dans la salle de conférence vitrée, ils sont arrivés ne sentant pas l'hôpital, mais le steak, le beurre à l'ail et le vin cher. Véronique s'est jetée sur l'enveloppe. Je l'ai arrêtée. J'ai sorti les registres de l'hôpital et les journaux d'admission. Pas de médecin, pas de chirurgie, pas de Manon. Puis le rapport de crédit, une dette Amex de Dubaï, 45 000 euros du ce matin. J'ai fait jouer le message vocal de Véronique. Je leur ai dit ce que c'était. Tentative d'escroquerie et extorsion de fonds. Un crime. Elle s'est effondrée en sanglots. Manon a grogné. Gérard a essayé l'intimidation. Ça a échoué. J'ai fait glisser le contrat sur la table. Signez ça et prenez les 5 000 euros. Un mois de répit. Refusé, et j'appelle le procureur. Ils ont signé. Sophie a tamponné. Manon a pris le chèque de banque. Ils sont partis. Déjà en train de se disputer sur le parking. Je suis sortie dans le lever du soleil, plus légère que je ne l'avais été en 32 ans. 12 mois plus tard, dans mon nouvel appartement, je peignais des aquarelles et j'ai ignoré un message concernant le transport de ma mère en ambulance. Je l'ai effacé. Je les avais déjà enterrés à cette table de banque. Parfois, la survie signifie licencier sa propre famille.